Fred Lichtel me dit par rapport au conflit d'intérêts, j'ai l'impression que tant qu'il y avait de l'argent, ça ne gênait personne que le président du PSG et de Bein soient la même personne. Alors pourquoi cela pose problème maintenant et pas dès le départ? Mais absolument, absolument. C'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est voilà, si Bein avait acheté le championnat 600 millions, il n'y aurait aucun problème, personne moufterait, même Textor, il s'enfoncerait son chapeau de cow-boy jusqu'aux oreilles et il la bouclerait parce que bah voilà, le chèque qui tomberait. Le problème c'est que le chèque il tombe pas. PA me dit, suite aux révélations de la réunion des présidents des clubs de Ligue 1, Super Textor est venu au stade avec son chapeau de cow-boy. De quoi entretenir la polémique. Que penses-tu de tout ça? Des échanges révélés aussi. Ouais, le chapeau de cow-boy de Textor, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Même si le personnage me met extraordinairement mal à l'aise. J'écoutais hier sur Stephen Brunch Anthony Mounier, l'ancien joueur de Lyon, qui fracassait littéralement le Lyon de Textor, qui dit qu'il y avait beaucoup de choses abandonnées en termes de formation au club et que c'était plus le Lyon de sa jeunesse et tout. Je sais pas trop ce que Textor est en train de faire avec l'OL. Mais je trouve ça globalement très inquiétant, même si l'équipe, en termes de joueurs, reste quand même tout à fait compétitive à mon goût. Elle aurait dû même être beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'a été face à Paris, s'il n'y avait pas eu cette tactique attentiste un peu incompréhensible de Fonseca en début de match. Ça fait beaucoup de choses. Je sens pas Textor, j'ai peur que tout ça se termine en coup de Trafalgar à la fin et que les conséquences pour le club, pour l'OL soient dramatiques. Mais bon, comme il s'attaque à Nasser El Khelaifi, qui est devenu le grand Satan en France, tout le monde le trouve formidable. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Victor Prévost me dit, tu dis souvent que c'est pas le Qatar qui rachèterait le Parc des Princes, mais le PSG. Sachant que le PSG appartient au Qatar, je ne vois pas bien la différence. Ils seront libres de le détruire ou de le revendre quoi qu'il arrive, non? Si tu pouvais expliquer. Bah oui, je peux expliquer. Je pense que personne ne vendra jamais le Parc des Princes à l'État qatari. Ils vendront le club au Paris Saint-Germain, qui effectivement appartient actuellement aux Qataris. Mais bon, c'est pas quelque chose qui durera éternellement. Un jour ou l'autre, les Qataris partiront, changeront de jouet ou d'intérêt ou achèteront un autre club. D'ailleurs, à ce moment-là, il est évident que s'ils sont propriétaires de leur stade, ça augmentera de façon incroyable aussi le prix d'achat du club. Libre de le détruire, bon, j'imagine quand même que les clauses seront mises en... De toute façon, tu peux pas le détruire, il est classé monument historique, le club, le bordel. Hein. Donc déjà, ça c'est impossible. Et encore une fois, ce sera un actif énorme pour les prochains repreneurs qui, quoi qu'il arrive, auront obligatoirement les reins plus que solides. Alors évidemment, imaginez les Qataris vendre à des Saoudiens, ça paraît illusoire. Ce qui est important, c'est que ce soit le PSG qui soit propriétaire du Parc des Princes. Je ne crois absolument pas, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'avais d'ailleurs des infos de personnes haut placées là-dessus. Je pense que en l'état actuel des choses, les dirigeants du PSG vont surtout attendre les prochaines élections et le changement de maire de Paris pour voir s'il y a moyen de racheter le Parc des Princes, parce que je pense qu'ils sont quand même conscients que leur intérêt premier, c'est de racheter le Parc des Princes et d'y faire les travaux qu'ils peuvent y faire. Donc voilà. Toubib Breton me dit, une fois résolue la crise que la Ligue 1 vit actuellement, chaque chose en son temps, crois-tu en la création d'une Ligue 3 à la place du National? Ben, c'est un dossier sur lequel Marc Keller travaille activement. Il m'en a parlé l'autre jour avec pas mal d'idées novatrices. Bon, moi, à titre perso, je trouve ça très prématuré vu les problèmes d'argent qu'ont déjà la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire une Ligue 3 professionnelle? Est-ce que ça va pas non plus être un gouffre financier? Mais bon, comme c'est Marc, je lui fais confiance.
Alex Nissa du 06 me dit Nice sur le podium après sa victoire contre Montpellier. Quand on regarde le banc niçois hier où il y avait Diop, Boga, Rosario, Ndombele, les retours prochains de Sanson et Mofi, la profondeur de banc peut-elle permettre à Nice de croire au podium? Oui, je pense que Nice, sans avoir une mainmise absolue sur ses matchs, parvient toujours à faire ce qu'il faut pour prendre des points. Il profite aussi de la mauvaise période, toute relative d'ailleurs de Lille, de la mauvaise période de Monaco. Attention, là on s'aperçoit, alors qu'on voyait Marseille finir tranquillement deuxième, sans concurrence, on voit qu'ils sont à 3 points. Donc effectivement, je pense que Nice doit tout à fait pouvoir, en tout cas, jouer ses chances jusqu'au bout. Arkman07 me dit, est-ce que si la Ligue, la Fédé ou une chaîne de TV vous sollicitait pour avoir votre regard et participer à un groupe de travail, de réflexion pour l'avenir du foot français, Droit TV, organisation de la Ligue, vous seriez partant? Oui, bien sûr, oui, j'aime trop mon sport pour pas être, effectivement, si on me demandait mon avis, effectivement, participer à des groupes de travail, ouais, ça m'intéresserait, absolument. Gaudi44 me dit, je joue au tennis depuis 4 ans, ancien footballeur et sportif au quotidien, je suis rapidement monté 31, j'ai l'impression d'avoir atteint un plafond de verre dans mon jeu, quels conseils pourrais-tu me donner pour progresser? Je t'ai pas vu jouer, donc bon, si tu me dis que 31, t'es à un plafond de verre, ça veut dire que t'es à peu près régulier, que tu mets la balle jusqu'à un certain niveau, une fois de plus que ton adversaire dans le terrain. Voilà, je te conseillerais surtout d'analyser quel est ton point fort dans ton jeu, si c'est le service, le coup droit, pourquoi pas le revers, c'est assez rare à ce niveau-là. De travailler sur ton point fort, peut-être d'essayer d'augmenter la puissance de tes coups, ce qui évidemment veut dire de prendre un peu plus de risques. Maintenant, je sais pas si tu préfères jouer sur terre ou sur dur, mais voilà. Puis je sais pas, envoie-moi une vidéo, puis je te dirai ce que j'en pense. Alex Nissa du 06 me dit, je sais qu'il y a eu beaucoup de désaccords sur le choix d'Éric Roy de faire tourner sur le match retour de C1 contre Paris. Peut-on être déçu que Brest ait proposé une telle bouillie à Strasbourg après avoir aligné l'équipe B mercredi en C1? C'est vrai que je faisais partie de ceux qui trouvaient que c'était dommage de quitter la Ligue des Champions qui avait offert tant de joie au club en mettant une équipe à ce point remaniée. D'ailleurs, la sanction, elle est très vite tombée, puisque ils en ont pris 7. Maintenant, faut pas oublier qu'il manquait Ajorc à Strasbourg et que Ajorc a un rôle excessivement important dans cette équipe de Brest. Moi, j'ai trouvé que cette équipe de Brest était supérieure à Strasbourg sur le plan athlétique. Et j'ai trouvé aussi, c'est vrai que ils s'étaient très rapidement contentés du match nul et qu'ils avaient finalement assez peu essayé de gagner, si ce n'est sur un ou deux coups en fin de match. C'était un Brest pragmatique. Faut pas oublier non plus qu'il manquait André Santos à Strasbourg. La Maline Yamal me dit, ton avis sur les banderoles déployées à Lyon contre le Qatar et Nasser El Khelaifi? Il y a deux choses, il y a les banderoles et il y a les insultes, les chants insultants. Et encore une fois, coup de gueule monstrueux contre ces chants insultants, parce que quand c'est à Paris que ça se passe, ça fait un scandale affreux, le ministre la ramène, les politiques la ramènent, et là, à Lyon, ça passe crème. Donc là, encore une fois, il y a un 2 poids 2 mesures assez choquant. Après, les banderoles, je pense que Nasser El Khelaifi s'en tamponne totalement. Et puis de toute façon, il n'était pas là, et il était logiquement pas là, puisqu'il est, je le rappelle, président de la fédération de Qatar de tennis, et qu'il y avait le Masters, enfin l'ATP 500 de Doha. Donc voilà, il était au Qatar, donc je pense pas que son absence à Lyon avait quelque chose à voir avec la rivalité avec le Cowboy. Ludovic Gavard me dit, comment expliquez-vous qu'aucune grande chaîne ne s'offusque sur leur antenne de la fermeture de C8? Il y a plusieurs options, soit ils s'en foutent, soit ils sont même contents. Je pense qu'il y a des chaînes qui doivent être contents de la disparition de C8. J'imagine que Quotidien
va certainement récupérer, à condition que Hanouna ne revienne pas à l'antenne très vite, mais je pense que le quotidien va récupérer 4 à 500 000 téléspectateurs du terreau de TPMP, des gens qui ont juste envie de voir ce genre d'émission, même si elles sont très différentes, mais enfin c'est un peu le même genre d'émission, c'est des mecs autour d'une table, à cette heure-là. Donc oui, je pense qu'à Quotidien, ils doivent être ravis. À M6, Karine Le Marchand doit être ravie. Voilà, c'est aussi, faut aussi reconnaître qu'Hanouna s'est fait énormément d'ennemis ces dernières années. C'est vrai. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que, alors là, les chiffres d'audience sont un petit peu faussés parce que ce sont les dernières émissions et les gens veulent regarder parce que c'est justement la fin. Il y a quelque chose d'un peu macabre là-dedans, mais bon, c'est une émission quand même qui, de toute façon, depuis maintenant plusieurs mois, dépassait très régulièrement les 2 millions et que je trouve encore une fois scandaleux que cette émission et que cette chaîne disparaisse comme ça d'un claquement de doigts. Marco me dit, ne penses-tu pas que les arbitres pourraient s'arrêter 2 minutes devant la presse pour expliquer à tout le monde les 2-3 décisions clés dans leur match? Cela pourrait anéantir ou presque toutes les polémiques. Je pense que ce serait quelque chose de souhaitable, effectivement. C'est ce que je me disais quand je voyais Vatelier et Brizard parler pour dire qu'ils portaient plainte contre Longoria. Je me disais, il y a des gens, beaucoup de gens qui ont découvert leur voix. C'est-à-dire que t'es des mecs que tu vois tous les week-ends à la télé et tu ne sais même pas quelle est leur voix. Je pense que tout ce qui rendrait les arbitres un petit peu plus humains, un peu plus, et qui pourrait leur conférer de la proximité, serait intéressant. Alors attention, expliquer, ça veut pas dire s'excuser ou se justifier. Mais oui, je pense que c'est quelque chose comme ça. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit Gauthier ou avant lui Garibian qui soit favorable à ce genre de choses. Lichagone me dit, raconte-nous une ou deux anecdotes où ta notoriété t'a servi et une où, au contraire, elle t'a desservi. Elle m'a surtout servi avec la police. Pas forcément parce que j'étais en infraction, mais c'est vrai que j'ai souvent l'habitude de dire que j'étais la madone des flics, des Noirs et des Arabes, ce qui évidemment fait dresser les cheveux sur la tête des gens. Et j'ajoutais juste derrière que, mais non, c'est-à-dire que chez les flics, les Noirs et les Arabes, l'énorme majorité adore le foot. Donc, c'est vrai que quand j'allais, je me rappelle un jour être allé, j'avais un rendez-vous à Aulnay-sous-Bois, j'avais du mal à garer la voiture, je suis tombé sur un groupe de 10 jeunes qui m'ont dit, en plus j'avais une Porsche à l'époque, ils me dit, Pierre Ménès, t'inquiète pas, on garde ta voiture. Ils m'ont gardé ma voiture. Et les flics, c'est pareil. Donc, je me souviens, un jour, j'allais au CFC, j'étais sur la bretelle de la sortie de Saint-Cloud, et j'ai les flics qui me font signe de sortir. Bon, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sors, je me gare sur le terre-plein, un peu à la cow-boy. Et ils voulaient juste faire une photo. J'ai eu un contrôle de police sur les champs où aussi ils voulaient juste que je fasse une photo. Il y a une fois aussi, j'étais pas loin de la Fédé où j'avais grillé un feu rouge parce qu'il y avait un camion devant et que je l'avais pas vu. Mais bon, le flic était tellement content que ce soit moi que c'est passé comme une lettre à la poste. Et puis où elle m'a desservi, bah, ma notoriété, elle m'a desservi évidemment dans toutes mes histoires, puisque pas certain que les faits qui me soient reprochés auraient eu autant de conséquences si j'étais pas celui que j'étais. Jackie Boy me dit, Comboire et Antonetti ou encore Dupras soutiennent les arbitres et critiquent Longoria, alors que c'était les premiers à critiquer l'arbitrage quand ça les arrange. Pourquoi un tel retournement de veste? Bon, Dupras, ça fait longtemps qu'il n'entraîne plus. Comboire, on le sait, c'est quelqu'un de sanguin, mais c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux. Et Antonetti, ça fait quand même longtemps qu'il a changé, parce que moi je me souviens de sa dernière expérience à Strasbourg, il n'y avait pas eu un mot plus haut que l'autre sur le banc de touche. De toute façon, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai aussi vu ça sur les réseaux hier. Courbis a allumé Longoria, Antonetti a allumé Longoria, Nasri a allumé Longoria. Donc c'est des mecs qu'on peut pas suspecter de pas aimer Marseille. Et malgré ça, les Marseillais, on dirait t'es un traître, toi aussi t'es payé par Nasser. Enfin, le niveau de bassesse est assez
est assez incroyable. Je pense que quand tu es consultant d'une émission ou que tu es entraîneur, tu ne peux pas ne pas te désolidariser de ce qu'a fait Longoria. Voilà, je n'irai pas plus loin.